Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Aujourd'hui, nous allons justement parler de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de notre pays. Vous le savez, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a appelé justement à la mobilisation générale derrière nos forces armées de la RDC engagées au front pour défendre la patrie. Pour quelle finalité? On en parle avec un invité sur ce plateau. Il s'agit de Deo Bizibou Balola, secrétaire général adjoint de l'UDPS chargé des questions politiques et administratives, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Christian. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois en tout cas. Non, c'est nous qui vous remercions. Alors, comme je venais de le dire, le chef de l'État s'est adressé à la nation, notamment au sujet de ce qui se passe à l'est de notre pays. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pointé du doigt le Rwanda, l'accusant justement d'avoir réactivé le M23 pour déstabiliser l'est de la RDC. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a également réitéré son engagement constitutionnel à défendre la patrie. Quelle lecture faites-vous de ce discours? Je vous remercie pour l'invitation. Je voulais dire que le chef de l'État est intervenu par ce discours consécutivement à la réunion du Conseil supérieur de la défense qui a eu lieu, et comme tous les Congolais l'attendaient depuis très longtemps, où l'ambassadeur rwandais a été déclaré personne non grata ici au Congo. Depuis longtemps, l'opinion le demandait, c'est déjà fait. Et le chef de l'État, à l'issue de cette réunion, le porte-parole du gouvernement avait annoncé que le chef de l'État allait prendre la parole. Vous avez résumé, appel à la mobilisation générale, pointer du doigt le Rwanda, ce n'était pas la première fois. Déjà, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, le chef de l'État avait été clair, il avait pointé le Rwanda. Et la mobilisation générale, c'est pour maintenant faire face à la situation. Et je voudrais dire que j'évoque ici, parce que par moments, j'entends les gens pérorer autour du rôle du chef de l'État lorsqu'il y a la guerre. J'entends les personnes dire que le chef de l'État doit déclarer la guerre. Disons d'abord que lorsqu'il faut déclarer la guerre, c'est qu'on est dans une position offensive. On a pris le temps de préparer la guerre. Et on s'adresse le chef s'adresse à la nation pour dire, voici, j'engage l'État. Et généralement, c'est souvent contre un autre pays. Mais lorsqu'on subit, on est attaqué, on ne voit plus, la guerre est déjà là parce que l'ennemi est sur le territoire. Et je voudrais j'évoque ici le général Tsunzu, 5e siècle avant Jésus-Christ. Le rôle que doit jouer l'homme politique par rapport quand il y a la guerre. Tsunzu dit ceci: aux généraux de faire le travail de terrain et aux princes, que les politiques, le chef de l'État, de donner les moyens demandés par les généraux. Je constate ici que depuis que la guerre a commencé, déjà on vient de dépasser la loi de programmation militaire qui avait prévu 1 milliard 165 millions de dollars pour l'armée. Là, j'évoque la loi de programmation militaire. Donc là où M. Kabange donnait 200 millions à l'armée, Félix-Antoine Tshisekedi est allé au-delà. Nous étions à 800 millions, presque un milliard. La loi de programmation militaire qui prévoit les dépenses de l'armée pendant 4 ans, qui prévoyait 1 milliard 145 millions, les budgets qui viennent d'être adoptés maintenant, nous sommes à 1% du budget national. Comme vous savez, le budget, nous sommes à 14 milliards. 14,6 milliards de dollars. 14,6 milliards. Et ce qui est alloué à l'armée aujourd'hui, vu l'état de guerre nous trouvons, le chef de l'État et son gouvernement viennent d'ajouter 400 millions à ce qui était prévu déjà par la loi de programmation militaire. Pour dire que le prince, le chef de l'État, ça peut motiver justement, donne les moyens à l'armée et maintenant aux généraux qui sont sur le terrain, de donner les résultats. C'est comme un parent qui donne tout à son enfant à la rentrée scolaire et en retour le parent attend les résultats. Pour ce côté-là, le chef de l'État et le gouvernement font leur part
Et effectivement, nous attendons que maintenant l'armée, que... avec la mise en place du nouvel état-major général de l'armée, nous pensons que ça y est, les choses vont aller. Vous pensez que ce budget qui est mis à la disposition de l'armée par le gouvernement peut justement motiver nos militaires? Naturellement, parce que, et comme je vous dis là, d'abord je dois faire remarquer que lorsque le chef d'État entre en fonction, beaucoup de gens n'avaient pas compris comment le chef de l'État donnait les moyens avant même de pouvoir procéder à la mise en place d'un nouvel état-major général de l'armée. Ça a mené exactement à un débat dans l'armée même pour dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Les moyens sont là, il faut gagner. Nous sommes encore là avec le nouvel état-major général qui est là maintenant. C'est une motivation. Et surtout que vous apprenez qu'il y a certains des généraux, des officiers qui sont devant les juges en train de juger, d'autres sont en prison. Nous pensons que c'est une bonne motivation. Alors, vous avez parlé tantôt de l'expulsion de l'ambassadeur rwandais Vincent Karega. Qu'est-ce que ça peut changer selon vous dans la suite des événements? Vous savez que d'abord, lorsqu'il y a la guerre, que ce soit pour l'armée comme pour la population en général, d'abord, le moral compte beaucoup. On demandait que cet ambassadeur soit expulsé du Congo. C'est fait. Les Congolais sont satisfaits. Et le moral monte, et c'est positif. Qu'est-ce que ça change dans la suite des événements, justement? Sur le plan diplomatique, lorsque un État expulse un ambassadeur, on comprend que la rupture est consommée en ce moment-là. Et là, comme vous le savez, et comme en politique, c'est le rapport de force qui compte. Et en ce moment-là, l'État qui expulse l'ambassadeur montre sa détermination à aller jusqu'au bout. Et là, on est dans les rapports de force. Maintenant, vous entendez des appels, les sommets, voilà, vous avez vu le président de l'EAC en exercice appeler le président Uhuru Kenyatta. Vous voyez, au moment où nous parlons ici, l'ambassadeur congolais et l'ambassadeur rwandais se trouvent à Luanda. Au moment où nous parlons ici, invité par Joao Lorenzo, le président de la CIRGL, et qui est d'ailleurs médiateur dans le conflit ici. Ça veut dire qu'on est en train d'évoluer dans les rapports de force. Et je pense que maintenant, là, le Rwanda, c'est davantage à quoi s'en tenir. Alors, je l'ai dit tantôt, Félix Tshisekedi s'est adressé à la nation. Comment comprendre ce discours, sa quintessence? Le discours, d'abord, je prends quelques éléments de ce discours. Le chef de l'État constate que des localités entières du Congo sont sous occupation du Rwanda, sous couvert M23. Il s'adresse à la jeunesse et aux Congolais en général pour dire mobilisons-nous pour que nous puissions libérer notre territoire. Il s'adresse à l'armée pour dire vous avez porté le serment de défendre le Congo, l'intégrité du territoire au prix de votre sang. Renouvelez ce serment et continuez. Il s'adresse aussi aux traîtres du pays. Parce qu'exactement, lorsque le pays est en difficulté, vous savez généralement, l'étranger ne vient pas attaquer un territoire, une famille, sans avoir de complices internes. Le chef de l'État s'est aussi adressé à ces traîtres-là pour dire qu'ils pourront mériter les châtiments conformément aux lois du pays. Mais pour la jeunesse, il a insisté pour qu'il soit très très vigilant, qu'il mette en place un système de vigilance tous azimuts. Et le chef motive et la troupe et la population à faire face à la situation. Alors, il a parlé justement de la mobilisation générale derrière les forces armées de la RDC. Est-ce que cet appel à la mobilisation peut faire reculer l'ennemi? Quel sens donner à cet appel à la mobilisation selon vous? Naturellement, la mobilisation, notamment lorsque le chef de l'État parle de l'enrôlement des jeunes dans l'armée. Vous avez suivi que par exemple, il y a 24 heures, les résultats qui sont venus de Goma font état de plus de 800 Congolais qui ont répondu favorablement. Et dans d'autres villes, au niveau des états-majors, dans les provinces, la mobilisation, d'ici une semaine, on pourra faire les points pour savoir combien de milliers, de millions auront été mobilisés sous le drapeau. Entre-temps, ça augmentera l'effectif de l'armée. Absolument. Faut le dire. Ça va augmenter donc ça va augmenter les effectifs parce que pour faire la guerre, il faut avoir les effectifs. Parce que ça se fait comment? Il y en a qui tiennent le front, il y en a qui doivent se reposer entre-temps, qui doivent relever cela. Donc le nombre compte beaucoup.
Donc le chef de l'État, en mobilisant, l'ennemi va savoir, effectivement, la population là-bas est mobilisée contre nous. Le Congo, c'est plus de 80 millions d'habitants. Vous pensez que d'autres jeunes des autres provinces devraient emboîter les pas à ceux de Goma, justement? Absolument, absolument. Parce que, vous savez, voilà pourquoi je voudrais appeler les Congolais de tous bords à comprendre les enjeux. Lorsque le 2 août, M. James Kabarebe prend l'avion qui part de Goma pour aller atterrir donc à la base de Kitona, nous sommes au Congo central, il a remonté avec les troupes jusqu'à arriver à Kinshasa. Vous vous rappelez, là nous sommes, je pense au mois d'août 1997, 1998 en ce moment-là, comment les rebelles étaient arrivés jusqu'ici dans la ville de Kinshasa. Et en ce moment, auparavant, on disait que le problème de la guerre à l'Est ne concernait que les gens de l'Est. Vite, on se rend compte, ah bon, c'est pas seulement les populations de l'Est, du Kivu, non, mais c'est plutôt aussi le Congo central. On se rend compte aujourd'hui que ce qui n'avait jamais les modes opératoires qui n'avaient jamais existé dans le Bandundu, on commence à citer à ça aussi, dans le Bandundu, on se rend compte que non, en fait, le Rwanda c'est comme quelqu'un qui... ça c'est un volet très important dans le discours du chef de l'État. Le chef de l'État a constaté que, de bonne foi, lui, il a visité tous les pays limitrophes, 9, pour donner la garantie qu'il veut vivre en paix avec tout le monde. Il a même cité les accords signés avec l'Ouganda, avec le Rwanda. Vous vous rappelez à l'époque, voilà pourquoi les Congolais, j'attire leur attention lorsque le chef de l'État agit, comprendre pourquoi par moment, on comprend plus tard. Lorsque Rwandair commençait à venir ici au Congo, les Congolais posaient la question, combien de liaisons plutôt Congo Airways avait à Kigali? On ne comprenait pas que tout ça c'était pour ne pas donner le prétexte au Rwanda de continuer à envahir le Congo. Et on ne comprenait pas pourquoi le chef de l'État avait appelé à un certain moment Paul Kagame, mon frère. Je vous dis que la guerre ici était programmée depuis très très longtemps. Le Rwanda c'est comme quelqu'un à qui vous donnez le doigt, il veut prendre tout le bras et finalement avaler tout. Et là, nous constatons que tel ne doit pas être le cas. Le chef de l'État, son gouvernement mobilise la population pour que nous puissions faire face à ça. Et comme j'étais en train d'insister, la guerre de l'Est, ce n'est pas seulement une guerre qui concerne seulement les populations de l'Est, mais aussi le Congo tout entier. Voilà pourquoi le chef de l'État s'adresse à la population tout entière. C'est pour la mobiliser sur cette cause-là qui est nationale et pour qu'on puisse bouter l'ennemi. Quelle est la solution, selon vous, à cette problématique de l'insécurité à l'Est de notre pays? Est-ce la guerre ou la diplomatie? Je voudrais d'abord constater que pour trouver la solution, faudrait-il que nous comprenions d'où viennent ces problèmes. On a commencé par liquéfier l'État congolais, l'infiltrer profondément. Qui a liquéfié l'État congolais? Bien entendu, l'ancien régime de Mobutu a été complice parce qu'il avait liquidé l'État dans sa quintessence. À l'heure actuelle, quelle est la solution? J'arrive. Avant d'y arriver, c'est à cela que je voudrais avant d'y arriver, il faut comprendre d'où l'on vient exactement. C'est lorsque, parce que nous parlons du Rwanda, c'est lorsque le Rwanda, lorsque les populations rwandaises viennent au Congo massivement avec armées, bagages, tout ça, avec leurs banques, et non désarmés, Kagame les poursuit ici au Congo. Et tout est parti de l'insécurité, parti là. Avant 1997, vous parlez du génocide rwandais. Avant 1994. Je me résume en disant ceci. L'État liquéfié, il faut que l'État soit ressuscité exactement. Ressuscité pour faire face à toute éventualité. J'insiste en disant ceci. Les États n'ont pas d'amis. Ils n'ont que ça, c'est un principe sacro-saint. Intérêts. Les Congolais n'attendront jamais que leurs intérêts soient défendus par le Rwanda, par le Burundi. Non. C'est d'abord à eux, au gouvernement, au chef de l'État, au gouvernement congolais, et à nous les Congolais de comprendre ce principe-là. La première condition, il faut refaire l'État, rendre l'État fort, l'État congolais. Militairement fort, économiquement, pour faire face à toute agression étrangère. Et c'est le cas. Comme j'ai dit, le chef de l'État et le gouvernement donnent les moyens à l'armée. À l'armée de faire maintenant son travail. Le chef de l'État mobilise pour que l'armée ait les effectifs. Et maintenant, au général Chiwewe aujourd'hui, et qui est chef d'état-major général aujourd'hui, aussi
de faire sa part avec tous ceux qui sont derrière lui. Alors, donc, une fois nous sommes forts, militairement, on va imposer le respect. On va imposer le respect, absolument. Et surtout, parce qu'on parle de la communauté internationale, est-ce que nous comprenons, nous les Congolais, que les États forts n'aiment pas voir d'autres États s'élever et pour être forts? Nous sommes dans les concerts des nations. Jadis, c'était les États-Unis d'Amérique, l'URSS, point barre. Mais est-ce que ces deux ont vu de bon oeil que l'émergence de la Chine? Absolument pas. Ils n'ont pas vu de bon oeil l'émergence du Brésil, l'Afrique du Sud. Non. C'est-à-dire que c'est chaque État qui s'élève, qui prend ses responsabilités avec son chef à la tête. Et c'est là que nous sommes. Je voudrais rappeler. Il y a une réconfiguration de la communauté internationale. Les enjeux qui sont ici avec le Rwanda, c'est lequel? Depuis que Félix-Antoine Tshisekedi arrive au pouvoir, mais chers amis, là où il y avait les budgets de 4 milliards, posez-vous la question, tous les autres 11 milliards allaient où? Depuis que Félix-Antoine Tshisekedi est au pouvoir, on arrête désormais des convois entiers, des véhicules, bourrés de coltons. Vous trouvez un véhicule qui entre au Congo ici comme venant avec les carburants et consorts. Alors, quand il sort, même dans les pneus, rappelez-vous, tout ça, les coltons et consorts. Mais depuis que Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé là, est arrivé au pouvoir, il a arrêté tout ça. Donc, la fraude que le Rwanda commettait dans ce pays, avec Félix-Antoine Tshisekedi, ça ne passe plus. Rapidement, je voudrais qu'on parle du dialogue inter-congolais proposé par l'Union africaine, justement pour résolver cette crise de l'Est. Ça fait polémique, hein? Mais je pense que vous n'avez pas... Ça fait vraiment polémique. Est-ce que vous pensez que ce dialogue est opportun? D'abord, je n'ai pas lu nulle part. On doit dialoguer avec qui? J'ai lu ces documents. Je pense que vous faites allusion au communiqué conjoint. Je parle du communiqué de l'Union africaine. Je parle mais il y a un communiqué conjoint signé par Macky Sall et Moussa Faki. Moussa Faki, exactement. Ce communiqué... Quelque part, on parle du dialogue intercongolais, c'est-à-dire entre Congolais. Non, d'ailleurs, je l'ai revoyé ici avant d'arriver à ce plateau. Le président Macky Sall et Moussa Faki évoquent des cadres qui existent déjà. Lorsqu'il parle de dialogue, il renvoie exactement, il évoque les cadres qui existent déjà. Il évoque le cadre de Nairobi, où il y a eu déjà un dialogue qui avait commencé déjà, avec les groupes armés. Après le sommet des chefs d'État de l'EAC, il fait allusion au cadre qui existe avec la médiation Joao Lorenzo. C'est à ça qu'ils font allusion. Ils ne font pas allusion au dialogue intercongolais format comme à l'époque. Il n'est pas question d'un dialogue entre Congolais. Non, ce n'est pas le format avec politique, avec non. C'est avec les groupes armés. Mais quoi qu'il en soit, est-ce opportun aujourd'hui? Est-ce que aussi très important. On devrait dire oui à cette approche de l'Union africaine? Non, mais avant d'en arriver là, il y a des conditions qui sont posées par l'EAC elle-même. Les conditions, on dit, c'est clairement dit dans les documents que les groupes armés doivent déposer les armes. Et on appelle l'M23 à se retirer des positions qu'il a conquises. Ce qui n'est pas fait jusque-là. Ce qui n'est pas fait exactement. Ça veut dire que Moussa Faki Mohamed ainsi que le président Macky Sall n'inventent pas un nouveau cadre. Ils renvoient à ce cadre-là qui existe déjà, où déjà il y a eu des contacts qui avaient déjà été pris, partant de précédents contacts qui ont existé. Est-ce qu'on devrait dire oui à ce fameux dialogue? Voilà. Rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps. Non, il n'est pas question de dire oui. Parce que ça existe déjà. Ça a déjà commencé à avoir lieu. En Nairobi, vous savez qu'il y a eu une rencontre. Et le gouvernement avait décidé de chasser le M23 de la table parce que le M23 avait violé le principe en allant conquérir Bounagana et consorts. Alors, on me signale qu'on est arrivé à la fin, mais j'aimerais avoir votre réaction rapidement sur le déploiement de la force régionale. Le Kenya qui a déjà accepté donc de déployer ses troupes dans l'Est de la RDC. Le Burundi, on le sait, était déjà sur le terrain. Est-ce une solution efficace pour résoudre la problématique de l'insécurité à l'Est de notre pays? C'est un passage vers la solution. La solution définitive, comme j'ai dit, c'est nous les Congolais nous-mêmes, le gouvernement, chef de l'État, le gouvernement. Ils travaillent déjà, ils ont donné les moyens à l'armée. L'armée va faire son travail pour imposer respect à tous les voisins et donc à tout le monde. Félix-Antoine Tshisekedi, en allant dans l'EAC exactement, la stratégie était de prendre à témoin les autres pays voisins par rapport aux agissements du Rwanda.
Mais ils vont être davantage témoins des agissements du Rwanda exactement, dans tout ce qui se passe ici au Congo, et ce sera une façon de l'isoler diplomatiquement, de telle sorte que ça va limiter son action. Mais avant d'en arriver, bien entendu, à ce que nous, on se reconstitue l'État fort militairement pour que nos voisins rentrent chez eux et que nous-mêmes, notre armée, défende l'intégrité territoriale efficacement. Cette émission touche à sa fin. Déo Bizibou, je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint de l'UDPS chargé des questions politiques et administratives. Merci d'avoir répondu à notre invitation une nouvelle fois de plus. C'est moi qui vous remercie, M. Chrétien. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout dans le monde et restez fidèles au programme de Télé 50.